Que sait-on du cerveau? Que sait-on de son anatomie, de ses fonctions, de ses pouvoirs et de ses dysfonctionnements? Depuis quelques années, grâce au progrès de l'imagerie et à l'avancée des recherches, le cerveau nous apporte certaines de ses réponses en continuant de nous fasciner, de nous défier et de garder certains de ses secrets. Longtemps, nous avons cru que les connexions du cerveau étaient immuables une fois matures. Cette vision de la structure et du fonctionnement cérébral appartient désormais au passé. Grâce à la plasticité cérébrale, on sait aujourd'hui que le cerveau modifie continuellement l'organisation de ses réseaux de neurones en fonction de notre vécu. Il y a des théories qui postulent que le développement très considérable du cerveau chez l'homme a été renforcé en fait par la vie en société, en communauté, le fait de devoir gérer un environnement, en fait, un environnement social complexe. Le cerveau, je dirais que c'est le cœur du corps, parce qu'il commande tout. Si on envisage qu'il y a 100 milliards de neurones, que chaque neurone communique avec 10 000 ou 100 000 autres neurones, c'est inextricable. Il y a tellement de fils, et ces communications sont le support de toutes les fonctions. Eh bien, en fin de compte, il y a une compréhension à l'intérieur de tous ces câbles. Ils ne vont pas dans n'importe quelle direction, ce n'est pas n'importe quelle cellule qui correspond avec une autre, et ce sont des réseaux neuronaux qui sont le support de toutes les fonctions. Cette communication en réseau du cerveau est quelque chose de plastique, ce qui veut dire que l'anatomie même au niveau cellulaire change d'un moment à l'autre. Quand on apprend quelque chose, quand on oublie quelque chose, la forme du cerveau change. Donc c'est le seul organe dont l'anatomie intime change en permanence. Cette plasticité est une chance. Depuis un siècle et demi, on sait que l'hémisphère gauche est le siège du langage. La Suisse et ses 4 langues nationales comptent parmi sa population des hommes et des femmes capables de maîtriser plusieurs langues. Elsa parle couramment 8 langues européennes et asiatiques et s'est intéressée aussi à plusieurs langues anciennes comme le sanskrit, le chinois, le japonais ou le tibétain. Je viens d'une famille, on est 4 personnes, on parle 3 langues. Et donc depuis que je suis toute petite, j'ai cette habitude qu'avec mon frère, je parle le suisse-allemand, avec ma mère l'espagnol, avec mon père l'italien, et on ne mélange pas. Et je crois que ça facilite un grand pas, qui est, comment dire, le pas de sortir de sa langue et de rentrer dans un néant, parce que vous n'êtes personne. Quand vous apprenez une langue, en général, on est crétin, on ne sait pas s'exprimer, il faut faire des grimaces, il faut parler avec les mains. Disons, il ne faut pas avoir honte d'être ridicule. On est toujours ridicule quand on apprend une langue. Le langage est très complexe, il y a différents niveaux. Donc il y a l'aspect phonétique, donc les sons du langage. Il y a l'aspect sémantique, donc la signification des mots. Il y a la grammaire, il y a le rythme d'une phrase ou d'une langue qui fait parvenir l'information émotive, mais aussi l'information grammatique. Donc tout ça, par rapport à l'acquisition, il y a différentes régions qui font partie on peut penser à ça, plusieurs réseaux, disons, qui gèrent ces différents aspects. Ce qui est important pour ne pas confondre les langues, c'est le rôle des régions sous-corticaux, qui sont importantes pour la sélection des langues, pour inhiber une langue quand on parle l'autre, etc. Une des recherches menées actuellement à Genève sur la plasticité du cerveau consiste à étudier les changements dans le cerveau des apprentis interprètes entre le début et la fin de leur formation, tant au niveau physique que fonctionnel. Les résultats obtenus sont comparés à ceux d'un groupe témoin qui ne fait pas cet apprentissage. 2 techniques complémentaires sont utilisées dans cette recherche, l'électroencéphalographie et l'imagerie par résonance magnétique. Dans l'IRM, on arrive à avoir une image toutes les quelques secondes et ces images sont issues d'un processus hémodynamique qui est lui-même très très lent comparé au processus électrique qu'on mesure avec le EEG. Donc ça nous permet, avec ces 2 techniques complémentaires, de voir non seulement les changements des processus instantanés qui auraient lieu lors de cette longue apprentissage d'interprétation, mais aussi en même temps les changements physiques qu'on peut voir uniquement avec l'IRM. Donc par exemple, on a montré que l'apprentissage des sons de langue étrangère, quand quelqu'un est plus doué, quand ils apprennent plus facilement, il y a plus de matière blanche dans le cortex auditif gauche.
que chez les gens qui ont plus de difficultés. Donc ça, déjà, c'est une trouvaille intéressante. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ces différences structurelles, elles existent déjà à la naissance ou est-ce qu'elles surgissent d'une expérience, les différences d'expérience entre les personnes. La maladie de Parkinson touche environ 1% de la population au-delà de 65 ans. C'est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer et la deuxième pour le handicap moteur après l'AVC. C'est une maladie invalidante qui se caractérise par un ralentissement général des mouvements et de la pensée, une raideur des membres et le plus souvent un tremblement permanent incontrôlable. Ça se manifestait par ce que j'appelais une danse de Saint-Guy, par des mouvements d'épaules, de torse, de nuque, de jambes. J'étais toujours en mouvement, je ne pouvais pas rester tranquille. C'était très pompant, très crevant, comme on dit. L'origine de la maladie de Parkinson se situe dans une petite zone d'un noyau profond du cerveau. Aujourd'hui, grâce à la neurostimulation, on est capable de modifier le fonctionnement de ce petit volume de substance cérébrale qui disjoncte chez les patients parkinsoniens. L'intervention a pour but de mettre une électrode dans une structure très précise du cerveau. Pendant l'opération, les neurophysiologistes, les neurologues, les neurochirurgiens travaillent de concert pour mettre cette électrode exactement dans la cible, au millimètre près, exactement dans la structure qui est choisie, structure qui dysfonctionne en cas de maladie de Parkinson et dont on veut ramener le fonctionnement à plus de normalité, ou du moins arrêter les décharges anormales des cellules. Pour la réussite de l'opération, le patient est sous anesthésie locale. Il reste conscient tout au long de l'intervention. C'est pas une partie de plaisir, mais c'est pas non plus cette interaction durant l'opération. C'est plus difficile pour tenir le coup sur le plan sommeil. J'avais des problèmes de... Je tout le monde dormir. Mais j'avais les neurologues qui me titillaient. Il faut tenir bon. Non, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une équipe de cette qualité. C'était vraiment des gens extraordinaires. Notre équipe à Genève fait 2 temps opératoires. Donc, première opération la plus importante, mise en place des électrodes. Et 1, 2, 3 jours plus tard, le neurochirurgien met en place le neurostimulateur dans la région sous-claviculaire, comme les pacemakers cardiaques, parce que c'est la région où cela gêne le moins. Et il faut mettre en place un câble connecteur entre l'électrode qui reste sous le cuir chevelu et le pacemaker qui est à ce niveau-là. Donc l'électrode passe au niveau sous-cutané, on ne voit strictement rien. Et les patients avec le système implanté vivent normalement, peuvent faire même de la plongée sous-marine s'ils veulent. Je suis conscient de la chance qui m'a été donnée de pouvoir bénéficier de cette pose de stimulateur. Je suis revenu 10 ans en arrière, avec 10 ans de plus. Mais oui, c'est bien, c'est génial. Sans la plasticité, certaines lésions seraient irréversibles. En obligeant le cerveau à s'organiser autrement, en le stimulant par des moyens mécaniques ou informatiques, les spécialistes en neurorééducation permettent aux patients de compenser leurs déficits et de retrouver parfois une vie presque normale. Alors l'adaptation du cerveau après une lésion dépend de la vitesse avec laquelle la lésion s'est installée. Par exemple, une tumeur qui croît lentement doit être plusieurs fois plus grande qu'une lésion aiguë, comme après un accident vasculaire, pour produire les mêmes problèmes aux patients. Donc ça montre déjà que le cerveau s'adapte toujours en fonction des défis qu'il rencontre. Donc il faut qu'une personne qui a une lésion, maintenant c'est indépendant du type de lésion, cette personne doit s'entraîner, doit toujours travailler aux limites de ce qu'elle peut faire pour que le cerveau s'adapte. Et le cerveau va s'adapter en fonction du défi que cette tâche pose.
Alors les phases de récupération du langage sont tout à fait superposables aux récupérations des aspects moteurs, c'est-à-dire qu'on a une récupération rapide dans les 3 premiers mois qui suivent l'accident vasculaire, suivie d'une phase de récupération plus lente qui peut durer plusieurs mois, voire plus d'une année, mais où les progrès sont moins forts évidemment. Alors il y a depuis quelques années, plutôt en recherche, des méthodes de préparer le cerveau à se remodeler plus facilement. Donc on peut induire un état de voltage, si on veut, dans des régions cérébrales qui font que la communication entre des neurones est plus facilement établie ou est inhibée. Et cette méthode, donc qui fait pas mal, stimulation magnétique on appelle ça, on met une bobine sur le crâne et on stimule le cerveau par ça. Ça peut être utile pour stimuler une région qui va plus facilement s'adapter sous le traitement. Et on sait aujourd'hui aussi qu'il y a quelques fonctions comme l'exploration de l'espace par exemple ou le langage où ce n'est pas seulement l'hémisphère endommagé qui fait le problème, mais aussi le fait que l'autre hémisphère est quasiment désinhibé après une lésion. Et ces stimulations sont probablement un moyen dans l'avenir d'influencer cette balance entre les deux hémisphères. Donc c'est quelque chose qui est toujours à l'étape de la recherche, mais qui sera probablement prochainement introduite quasiment en routine clinique. Dans ce contexte de protocole plutôt expérimental qu'on fait dans un contexte de recherche, il y a une autre forme de stimulation qui s'est développée dans les années passées. C'est la stimulation électrique, donc la stimulation transcrânienne électrique par un courant direct. Donc on applique des espèces d'éponges sur le crâne et ça produit un courant de très faible intensité qui peut passer le crâne et donc aussi moduler l'activité du cerveau sous-jacent. L'avantage de cette technique est qu'on peut aussi l'appliquer pendant des thérapies, donc pendant des séances d'ergothérapie, physiothérapie, pour essayer de renforcer l'effet de ces dernières. Si le cerveau domine nos actions, il dirige aussi nos émotions. Dans ce labyrinthe de neurones se tissent nos envies, nos peurs, nos forces, nos fêlures, nos culpabilités, nos sérénités, mais aussi nos désirs et même notre absence de désir. Le trouble du désir, c'est des troubles très fréquents. C'est la première cause de consultation en sexologie, surtout les troubles du désir, dans le sens d'une baisse du désir, une absence de désir chez la femme. C'est des troubles qui provoquent beaucoup de souffrances personnelles et dans le couple, notamment sont à l'origine de beaucoup de conflits, séparations, divorces même, en tout cas des grosses difficultés dans le couple. Donc il est important de s'occuper de la prise en charge de ces personnes parce qu'on a des thérapies actuelles très efficaces pour les prendre en charge. Nous sommes intéressés à la neurobiologie du désir avec des études en neuroimagerie pour comprendre quelles sont les aires impliquées ou les réseaux impliqués dans le désir. Et nous avons découvert, en étant les pionniers ici à Genève, quel est le réseau du désir sexuel dans le cerveau. C'est un réseau qui est distribué dans les deux hémisphères, très complexe, et qui peut se définir une fonction supérieure. En même temps, nous avons mis en évidence quelles sont les activations différentes dans le cas du trouble du désir, et nous avons découvert pour la première fois qu'il y a une hypoactivation des aires normalement impliquées dans le désir, et l'apparition des activations de certaines aires inhibitrices chez les personnes, notamment les femmes, qui ont un trouble. Ceci ouvre de nouvelles perspectives très intéressantes au niveau thérapeutique et dans la connaissance du cerveau sexué de l'être humain. La dernière minute de cette émission Pulsation TV maintenant avec le nouveau magazine des Hugues Pulsation, nouveau look et nouvelle maquette, disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Les Hugues, ce sont aussi un site internet et des pages pour Facebook et Twitter, et une chaîne dédiée sur YouTube et Dailymotion.